Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Le 15 janvier 1947, on frappe à la porte de la ferme Coignet, à Belle-Côte, près de Saint-Messant, en Bretagne. Il est 21h30. Sont réunis dans cette jolie ferme France Coignet, la maîtresse de maison, Madame Serin, la voisine, Monsieur et Madame Royer, maraîchers d'un village des environs, et Madame Marais, une autre maraîchère, accompagnée de ses deux filles. En l'absence de Monsieur Coignet, tout ce petit monde est réuni autour de la table pour une partie de cartes animée lorsque tous les regards se tournent vers la porte. Si tous les regards se sont tournés ensemble vers la porte, c'est que personne n'est attendu par cette soirée d'hiver où le vent froid souffle en rafale et que les coups qui ont été frappés à la porte ont été particulièrement violents, on pourrait même dire brutaux. C'est France Coignet, la maîtresse de maison, 35 ans environ, qui va ouvrir. C'est une femme énergique, très aimée dans la région où elle a rendu de grands services à tous pendant la guerre. Blonde, grande et solide, un peu masculine, mais le cœur sur la main. Autour de la table, le silence. Puis Madame Serin se lève brusquement. « Fais attention, France », dit Madame Serin. Madame Serin est la meilleure amie de France Coignet. Un peu plus jeune qu'elle, elle n'a que 28 ans. C'est une brune aux yeux bleus qui n'a pas inventé la poudre, mais c'est ce que l'on a coutume d'appeler une bonne fille. Si Madame Serin s'est levée, c'est qu'elle a eu brusquement peur. Il faut dire qu'à l'époque, des bandes de voyous hantent la campagne bretonne, rançonnant les fermes isolées. Or, la ferme des Coignets et celle des Serins sont très isolées. « N'ouvre pas !» ajoute Madame Serin. Mais c'est trop tard. France Coignet reste pétrifiée devant la porte qu'elle vient d'ouvrir et qui a été brutalement repoussée. Tout le monde dans la pièce reste pétrifié devant l'apparition. Donc, chers amis, des coups violents ayant été frappés à la porte de la ferme, France Coignet, la maîtresse de maison, vient d'aller ouvrir. Dès qu'elle a eu tourné la poignée, la porte a été repoussée brutalement. Un homme se tient dans l'encadrement, une silhouette de haute taille, vêtue d'un bleu de chauffe, mais ce qui frappe, ce qu'on voit avant tout, ce sont des yeux clairs, luisants, au milieu d'un masque de velours noir. Derrière l'homme, la nuit, le vent qui agite le feuillage du lierre sur un chêne dépouillé par l'hiver, le seul arbre qui se dresse près de la ferme. Ah mais non, il n'y a pas que les yeux qui fascinent l'assistance. Il y a aussi le revolver. Il est énorme, noir, menaçant. Avec un synchronisme parfait, l'homme parcourt du regard l'assistance de droite à gauche et le canon du revolver effectue un tout petit mouvement de gauche à droite de sorte que personne ne cesse d'être la cible soit du regard, soit du revolver. L'homme d'ailleurs a penché légèrement la tête à droite et à gauche pour être bien sûr que personne ne se dissimulait dans l'ombre près du vaisselier et sous les marches de l'escalier en bois qui monte à la chambre des Coignets. Dans la pièce assez grande et nue, il n'y a donc personne d'autre que France Coignet qui a fait un pas en arrière et ses gens réunis autour de la table. « En rang !» dit l'homme d'un ton menaçant. « Allez, en rang, tout le monde !» Et du canon de son revolver, il indique le mur du fond. Tout le monde se lève. Madame Marais, d'un geste instinctif, essaie de ramener derrière elle l'une de ses filles, Thérèse, 6 ans, qui s'accroche à sa robe, tandis que son autre fille, Monique, a saisi le bras de Madame Serin. Madame Royer est si blanche qu'on la croirait prête à s'évanouir. D'ailleurs, elle s'appuie à la table. Voyant cela, son mari, Monsieur Royer, qui était assis de dos à l'inconnu et devait enjamber le banc et se retourner
pour gagner le mur du fond, a un mouvement de colère. Il fait un pas vers l'homme et lui dit « Ne te trompe pas de porte !» Sans doute veut-il signifier que l'irruption de ce mystérieux personnage ne peut être que le fruit d'une erreur. Personne ici n'est riche, personne n'a d'ennemis, personne n'a jamais fait de mal à personne. Mais l'inconnu se contente de répondre d'une voix glacée « Range-toi, ou je tire ». Avant même que tous aient gagné le mur du fond, l'inconnu demande « Qui est France Coignet ?» Instinctivement, tous les regards, pendant un bref instant, se tournent vers la grande femme blonde qui a tout juste le temps de répondre « C'est moi, pourquoi ?» Elle n'était qu'à 3 mètres du tueur. Et le premier coup de feu la surprend, la bouche ouverte, alors qu'elle finissait sa phrase. Le second coup de feu éclate aussitôt, et on ne peut lire sur son visage qu'un immense étonnement. Personne n'a eu le temps d'ébaucher le moindre geste. L'homme a reculé et refermé vivement la porte. On l'a entendu courir sur le gravier, probablement jusqu'à la route. Madame Marais, échevelée, a rassemblé ses 2 filles, une sous chaque bras, comme une mère poule. Madame Serin et Madame Royer se précipitent sur France Coignet, qui glisse sur le carrelage. Elle a 2 trous dans l'étoffe de sa robe, au beau milieu de sa poitrine. Monsieur Royer a couru jusqu'à la porte, mais il a couru comme au ralenti, un ralenti de cinéma, de sorte que, lorsqu'il ouvre cette porte, il est sûr que le tueur est parti et qu'il n'est plus là, prêt à faire feu sur lui. Il fait quelques pas dehors, et, bien entendu, ne voyant rien, il rentre dans la ferme au moment où le visage de France Coignet tombe en avant, dans un éclaboussement de cheveux blancs. Elle est morte, sans avoir prononcé un seul mot. Pour éclaircir ce crime mystérieux, dès le lendemain, les gendarmes enquêtent auprès des amis, des voisins et des fréquentations anciennes et récentes des Coignet. Dès le matin, ils entreprennent de rechercher sur le terrain un indice quelconque permettant soit d'identifier le tueur, soit de retrouver les traces de sa fuite pour remonter jusqu'à lui. Car, notez bien, aucun des témoins du drame ne l'a reconnu. Ils sont tous précis. Il était plutôt de grande taille, entre 30 et 40 ans, les cheveux gris, les yeux clairs, vêtu d'un bleu de chauffe. Mais aucun ne le connaît, aucun ne croit l'avoir jamais rencontré, n'avoir jamais entendu sa voix, ni même croisé son regard. Pourtant, l'hypothèse du crime d'un rôdeur ou d'un rançonneur de ferme ne peut être retenue puisque l'homme venu pour tuer France Coignet n'a rien pris. Une lavandière retrouve dans la journée le revolver qui a tué France Coignet. Elle le retrouve dans un lavoir à quelques centaines de mètres du lieu du crime. C'est un Mauser allemand, et l'on pense que le tueur pourrait être soit un ancien collaborateur, soit un ancien résistant. Mais le commissaire François de la police judiciaire qui arrive de Rennes abandonne cette piste car il lui paraît clair que, depuis la guerre, beaucoup d'armes sont passées des mains des belligérants à celles des civils. Évidemment, la première personne qui va subir l'interrogatoire en règle du commissaire François, c'est Monsieur Coignet, le mari de la femme assassinée qui, je vous le rappelle, était absent le soir du crime. C'est un homme de 40 ans, aux cheveux gris, massif, calme. Il accueille l'inspecteur les yeux secs et la mâchoire serrée, l'air absent. Les 2 hommes s'assoient chacun d'un côté de la table. Monsieur Coignet pousse vers l'inspecteur une cafetière et un bol, après s'être servi lui-même. Il a les traits tirés. Il n'a pas dormi de la nuit. La pièce est en désordre, le parquet ayant procédé aux constatations d'usage, le corps de la malheureuse France Coignet repose dans la chambre au 1er étage. De temps en temps, une voiture s'arrête devant la ferme du crime, ou bien l'on appuie un vélo contre le mur, une tête passe par l'entrebâillement de la porte avec un air de circonstance. Monsieur Coignet, l'air toujours aussi dur et absent, répond d'un signe de tête et dit simplement « Elle est là-haut ». Les plus intimes s'aventurent jusqu'à l'escalier, qu'ils redescendent quelques instants plus tard, sans oser dire un mot, sans interrompre la conversation qui s'est engagée entre M. Coignet et le commissaire François. « Où étiez-vous hier soir » demande le commissaire. « En ville » a répondu le père Coignet. « Que faisiez-vous » ? « Je négociais l'achat d'un camion. » Le père Coignet explique qu'il avait l'intention de se consacrer au négoce et au transport des légumes, la ferme étant d'un rapport insuffisant. « Vous êtes rentré vers quelle heure » ?
11 heures. Et M. Coignet explique qu'il est arrivé 1 heure après les gendarmes. Il raconte sa peine, sa stupeur, toujours en quelques mots brefs, précis, prononcés d'une voix basse. « Ce n'est pas un crime de voyou, dit pensivement le commissaire François. « Bien sûr que non, dit Coignet. »« Vous avez une idée ?» demande le commissaire. Coignet le regarde fixement. « Non. »« Pourquoi me regardez-vous comme ça ?» demande le commissaire. « Pour rien. Si vous avez le moindre soupçon, il faut m'en faire part, monsieur Coignet. Vous devez tout me dire. Je n'ai pas de soupçon. » « Bien, dit à regret le commissaire, alors parlez-moi de votre femme. » « Ah, ce n'était pas une femme ordinaire. »« C'est-à-dire ?»« Ah, elle avait la tête sur les épaules. Pendant la guerre et ma captivité, elle a été très très bien. C'est elle qui a fait marcher la ferme. Elle a aidé nos voisins. J'ai retrouvé tout dans l'état où je l'avais laissé. Pas un champ en friche. Et 4 vaches de plus dans l'étable. Vous êtes resté longtemps prisonnier ? 4 ans. C'est long. Mais comme Coignet lit dans le regard du commissaire une question muette, il ajoute « Non, non, commissaire. Elle ne m'a pas trompé. Jamais, jamais. Oh, ce n'était pas son genre. D'ailleurs, tout le monde vous le dira. » Son genre, c'était quoi ? Elle préférait aider les gens, organiser des choses, s'occuper du voisinage, de la ferme. C'était une femme généreuse, en quelque sorte. Oui, trop. Oh. Elle aimait trop faire du bien. Elle aimait qu'on l'aime, qu'on lui soit redevable. Alors elle y mettait trop de cœur et elle s'occupait trop des affaires des autres. Quelquefois, ça faisait des histoires. Oh, mais pas des histoires de coucherie. Ces choses-là, ça ne l'intéressait pas. Ah bon ? Mais vous, ces choses-là, elles vous intéressent ? Oh, je vous vois venir, dit Coignet. Elles m'intéressent un peu, mais je n'ai pas de liaison sérieuse. Je n'avais l'intention ni de divorcer, ni de me remarier. France et moi, nous avions parfaitement organisé notre vie. Elle aurait régenté la ferme, régné sur ses femmes, et moi, je me serais occupé de négoces, de transport. Tout chez cet homme paraît tellement solide, clair, net. Il semble avoir une telle clairvoyance qu'on peut difficilement admettre qu'il ait eu recours au meurtre pour résoudre un problème quelconque. Coignet surprend d'ailleurs un regard du commissaire François sur ses mains énormes, posées à plat sur la table. « Oui, oui, monsieur, j'ai l'habitude de travailler de mes mains. Si je devais tuer quelqu'un, je ne le ferais pas faire par quelqu'un d'autre. »« Bien, » dit le commissaire en se relevant. « Je vous remercie. » Et il laisse là le père Coignet, massif, sombre, qui se reverse un bol de café. Le commissaire a l'impression que le père Coignet a une petite idée sur le mobile éventuel du crime. Ce mobile du crime qui pourtant échappe au commissaire, et pour cause, chers amis. Il y a bien un mobile, mais tellement inattendu. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Sortant de chez le père Coignet, le commissaire François tente de faire le point. Ou bien le crime a été accompli par un parent, un ami, un voisin, une ancienne relation animée par la jalousie, la vengeance ou l'intérêt. Ou bien le tueur avait un contrat et il a tué sur commande. Mais le commissaire se fait confirmer rapidement que France Coignet était une femme hors du commun, certes autoritaire et protectrice, mais dévouée. Elle ne comptait que des amis. De plus, un assassin animé par des motifs de jalousie, d'intérêt ou de vengeance aurait été reconnu. Ah, sauf s'il s'agit d'une relation ancienne ou secrète, un amant par exemple, ou une rivale malheureuse. Mais chacun lui affirme qu'elle n'avait pas été femme à tromper son mari, et malgré les plus perfides insinuations auprès de ses voisins, amis ou connaissances, anciennes ou récentes, le commissaire ne recueille aucun témoignage permettant d'imaginer que Madame Coignet ait pu avoir, à un moment quelconque, une liaison susceptible d'entraîner un drame. Ah, bien sûr, il y a des jalousies non motivées, une femme peut se croire trompée sans l'être, mais le tueur n'était pas une femme. Alors il lui fallut que celle-ci commandât le meurtre, ce qui est quand même peu courant. Et nous retombons dans l'hypothèse du crime sur contrat.
Lorsque le commissaire envisage la possibilité d'un crime de vengeance, il est incapable de trouver dans la vie de France Coignet un acte quelconque qui ait pu servir de motif. Alors un crime d'intérêt. Les Coignet étaient en bons termes avec tous les cultivateurs des environs, à part tout de même une curieuse affaire de droit de brouette qui, semble-t-il, les oppose à leurs voisins, les Serins. Monsieur Serin ne fait d'ailleurs aucune difficulté pour s'expliquer sur ce sujet. Il reçoit le commissaire très aimablement, tout en essayant de consoler sa femme, qui sanglote à ses côtés. C'est que la petite Madame Serin, Madeleine Serin, est profondément affectée par la mort de Madame Coignet, qui était, je vous le rappelle, sa meilleure amie, et même plus qu'une amie. Elle s'explique. Madame Serin et son mari étaient mariés depuis quelques mois à la déclaration de la guerre. Son mari avait 23 ans lorsqu'il est parti et fut fait prisonnier. La pauvre petite Madeleine Serin s'était alors réfugiée chez France Coignet, qui avait su la consoler, et pendant ces 5 années que dura la captivité de son mari, elle avait passé presque toutes ses journées chez elle, devenant plus qu'une amie, une sœur liée par un sentiment d'affection très profond. La petite femme brune aux yeux bleus, qui n'a pas inventé la poudre, sanglote devant le commissaire, se tord les mains de douleur, et ne tarit pas de regret sur la droiture, la bonté de son ami assassiné. Bon, excusez-moi, monsieur Serin, dit le commissaire, mais si nous revenions à ce droit de brouette. Oh, cette affaire insignifiante est due à une disposition particulière de la ferme des Coignet par rapport à la ferme des Serins. Le jardin des Coignet englobe en effet un chemin qui permet de gagner par un raccourci un champ qui appartient aux Serins. Le chemin ayant été barré autrefois par un grillage, monsieur Serin a plusieurs fois demandé gentiment aux Coignet qu'une porte soit aménagée dans la clôture afin qu'il puisse exercer son droit de brouette, qui lui permet de gagner le champ avec des engins aratoires légers. Mais les Coignet ayant finalement accédé à sa demande, le commissaire doit convenir qu'il est difficile de voir là un motif suffisant pour un meurtre sur commande qui plus est. M. Serin n'ayant de toute évidence pas été le tueur de France Coignet. De toute façon, le commissaire en arrive à penser que seule l'hypothèse du crime sur commande peut être retenue, mais voilà, qui peut l'avoir commandé? Les semaines passant, et cette hypothèse devenant elle-même de moins en moins vraisemblable, le commissaire en vient à imaginer un meurtre par erreur. Oh, certes, un tel crime est peu vraisemblable, et supposera un concours de circonstances compliquées, car enfin, le tueur a demandé « Qui est France Coignet ?» Et lorsqu'il a su que c'était elle, c'est bien elle qui l'a tué. Mais on pourrait peut-être imaginer, par exemple, qu'une personne ait fourni au tueur des renseignements insuffisants, que celui-ci ayant cru identifier France Coignet l'ait tué. Enfin, dans ce cas, la difficulté de l'enquête devient pratiquement insurmontable, les crimes par erreur étant des crimes parfaits, mais aussi les plus imparfaits des crimes, puisqu'ils ne satisfont pas leur auteur, sauf si celui-ci ignore qu'il s'est trompé. Ce doit être le cas, pense finalement le commissaire, car les mois passent, puis les années, n'apportant aucun indice, et finalement le dossier est provisoirement classé. Comme souvent en pareil cas, c'est un bavardage anodin dans l'arrière-salle d'un bistrot qui va permettre de rouvrir ce dossier extraordinaire. Ce qui nous amène à conclure tout naturellement que l'alcool est le pire ennemi du criminel et qu'il ne peut pas y avoir de crime parfait si l'un quelconque des artisans du meurtre est un habitué de l'apéritif. Nous n'avons pas les circonstances exactes dans lesquelles cette conversation est surprise, mais ce que nous savons, c'est que le lendemain, à la première heure, le commissaire François de la police judiciaire rend visite à un dénommé Jean-Paul Crépy, 34 ans, cantonnier à la SNCF et habitant Vannes. Nous savons de source sûre, dit le commissaire, que vous avez participé il y a 6 ans au meurtre de France Coignet. C'est faux, s'exclame le cantonnier. On m'a proposé 50 000 francs pour abattre France Coignet, mais j'ai refusé. Il s'agit d'anciens francs, bien sûr. Qui vous a proposé ça? Je ne peux pas vous le dire. Et pourquoi voulait-on la faire tuer? Je sais pas. Quelques instants plus tard, le commissaire se rend chez l'homme qui figure en second sur sa liste. Il s'agit d'un certain Blondel. Nous savons de source sûre, reprend le commissaire, que vous avez trempé dans le meurtre, il y a 6 ans, de France Coignet. Expliquez-vous. C'est faux! S'exclame le dénommé Blondel, personnage effacé, bredouillant, livreur et coureur cycliste amateur. Vous n'avez peut-être pas tenu un rôle capital dans ce crime, reconnaît le commissaire, mais votre nom
n'a pas été prononcé par hasard, et comme nous finirons par savoir la vérité, mieux vaut nous la dire tout de suite. Oh, je suis au courant de rien. On m'a simplement demandé de remettre 50 000 francs à Formentel. Qui ont? Un homme que je connais pas. Simplement comme ça de vue. Connaissiez-vous le mobile du meurtre? Je suis au courant de rien. Évidemment, lorsque le commissaire à son bureau, en fin de matinée, interroge Formentel, celui-ci joue les hommes surpris. « Mais qu'est-ce qu'on me veut? Mais qu'a-t-on à me reprocher ?» Mais le commissaire qui l'observe constate qu'il répond assez précisément au portrait qui a été fait du tueur. Grand, les yeux clairs, les cheveux gris, il a 40 ans, il est employé à la SNCF. Nous savons avec certitude, répète une fois de plus le commissaire, qu'il y a 6 ans, vous avez trempé dans le meurtre de France Coignet. L'homme paraît stupéfait. Et sa stupeur est authentique. Mais peut-être est-il stupéfait de se voir interrogé après tant d'années, alors qu'il se croyait définitivement à l'abri de tout soupçon. Vous feriez mieux de me dire toute la vérité. Sinon, je vais purement et simplement vous accuser du meurtre, car vous correspondez trait pour trait au signalement du meurtrier, et je sais que vous avez reçu 50 000 francs dès le lendemain. Non seulement Formentel nie toute participation au crime, mais il affirme ne pas se souvenir qu'on lui eût jamais versé 50 000 francs. L'enquête risquerait de tourner en rond si le commissaire ne faisait une découverte qui va mener à une solution rapide. Parmi les fréquentations de Jean-Paul Crépy, le premier homme qu'il a interrogé, figure un certain Serin. Oui, Henri Serin. Serin, le voisin des Coignet. Mais pourquoi, bon Dieu, pourquoi? En fin d'après-midi, Serin est conduit chez le commissaire et de là chez le juge d'instruction, M. Fouquier, qui n'a plus qu'à établir le rôle de chacun dans cette affaire, car Serin a tout avoué. En somme, dès le premier jour, la solution de l'affaire était là, évidente, trop évidente sans doute, et le mobile du crime était tellement peu courant dans les annales criminelles que personne n'y avait prêté attention. Et pourtant, le père Coignet avait été assez clair lorsqu'il avait dit de sa femme « Oui, elle fait du bien. Elle aime faire du bien. Elle aime beaucoup trop s'occuper des affaires des autres. Ça fait quelquefois des histoires. » Et c'était là. Oui, c'était là le mobile du crime. Souvenez-vous. Henri Serin, marié depuis quelques mois à la déclaration de la guerre, était parti à 23 ans et n'était revenu que 5 ans plus tard, après une dure captivité en Allemagne. À son retour, il souffrit beaucoup de voir que sa femme n'exprimait aucune joie de le revoir et le considérait comme un étranger presque, avec mépris, avec dégoût. Sa femme s'était complètement détachée de lui et avait reporté toute son affection sur France Coignet, sa voisine, chez qui elle passait presque toutes ses journées. Son vrai foyer, sa vraie famille, c'était maintenant la maison de France Coignet. Henri Serin fit tout ce qui était en son pouvoir pour séduire à nouveau la petite Madeleine, la jolie brune aux yeux bleus, la jeune fille qui n'avait pas inventé la poudre et qu'il regardait comme un étranger maintenant. Et là, ce fut sans succès. Au comble du chagrin et de l'exaspération, il décida de ramener Madeleine à lui en faisant supprimer la voisine. Il a donc été trouver son ami Crépy, puis il lui a proposé 50 000 francs pour abattre sa rivale. « Ça ne m'intéresse pas, lui répondit Crépy, mais j'ai un ami Formentel qui peut-être pourra faire l'affaire. » Serin se rendit alors chez Formentel qui accepta le marché. Quant à Blondel, il se contenta de remettre l'argent à l'assassin. Voici quelles furent les sentences du tribunal. Crépy acquitté, Blondel 5 ans de travaux forcés, Serin 7 ans de travaux forcés, Formentel 15 ans. Toutes ces personnes étant encore parmi nous, nous avons changé les noms propres tout au long de ce dossier extraordinaire. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1.
Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.